Face à Emmanuel Le Chypre, c'est Jean-Marc Daniel. Baisse du dollar, inflation a disparu. Qu'est-ce qui empêche Christine Lagarde d'annoncer une baisse des taux, Emmanuel Le Chypre? Rien, vous l'avez dit. Oui. Rien, vous l'avez dit. Non, effectivement. Alors, bon, est-ce que c'est urgent? La réalité, c'est qu'on a connu des retards à l'allumage beaucoup plus importants à la BCE, notamment après la pseudo-vague d'inflation qu'a tellement fustigé Jean-Marc et qu'effectivement, qui avait provoqué un mur de hausse de taux d'intérêt et puis qui n'était pas justifié. Donc, tirons les leçons un peu de tous ces contretemps. Et quand on regarde effectivement ce qui nous attend sur le plan des trajectoires économiques des grands agrégats pour les prochains mois, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'il y a un risque inflationniste? Jean-Marc, est-ce qu'il y a un risque inflationniste en Europe? Oh non, il ne va pas me dire oui. Je vais juste rebondir sur ce que disait Laure. Inflation disparue, non. Parce que pour disparaître, il faut apparaître d'abord. Donc il n'y a jamais eu d'inflation. Voilà. Ah là là, Donc, joue sur on les est mots. d'accord. Donc il n'y a jamais eu d'inflation. Et moi je dirais même qu'aujourd'hui, quand vous regardez assez scrupuleusement l'évolution des prix à la production, quand vous remontez les filières, agricoles, industrielles, etc., j'ai même presque envie de dire que le risque, c'est plus la déflation aujourd'hui que l'inflation. Est-ce que les perspectives européennes de croissance sont si flamboyantes que ça? La réalité, c'est que non. Est-ce qu'on a une très forte demande de crédit aujourd'hui? Non. Justement, c'est plutôt mollasson. Est-ce que l'euro fort n'est pas une menace pour la compétitivité européenne? On est à 1,18. Ah ça, il va dire non, Jean-Marc. Oui, mais c'est son. Il va dire ce qu'il va dire. Mais franchement, face à des concurrents hyper agressifs, face aux droits de douane, etc., on aurait quand même besoin, surtout qu'en plus, il n'y a même pas l'argument 1 euro fort, ça allège notre facture énergétique. On ne peut pas dire que le prix du pétrole soit un handicap aujourd'hui. Donc, en plus, baisser les taux, moi je pense que c'est se prémunir contre un choc de compétitivité et lié à un éventuel choc de crédibilité de la Fed. Et je vous rappelle qu'il y a quand même beaucoup de crises financières ou d'accidents financiers, en tout cas, qui ont été liés à ce décalage de politique monétaire de part et d'autre de l'Atlantique. Donc je trouve que ça fait quand même une belle liste de raisons pour baisser les taux. 0,25, 0,5 ou... Bon, on va pas être plus royaliste que le roi. Si déjà on a 0,25, ce sera pas mal. Vous n'aurez rien du tout, je pense, cet après-midi. Oui. Jean-Marc. J'espère qu'il ne se passera rien, ou au contraire qu'éventuellement on augmentera les taux. Pourquoi je dis ça? Parce que, effectivement, l'inflation, je ne vais pas revenir, il n'y a pas eu d'inflation. Il y a eu simplement, au moment où on s'est mis à parler de façon abusive d'inflation, une capacité de la BCE de retrouver une politique monétaire raisonnable. C'est-à-dire de sortir de la période de quantitative easing, des taux d'intérêt négatifs. Redonner des marges. Réduire le bilan. C'est non, ça? surtout sur les taux d'intérêt. Sur le bilan, c'est notre aspect, mais sur les taux d'intérêt, de sortir de cette zone où les taux d'intérêt étaient négatifs et pour revenir à des taux d'intérêt qui sont positifs. Parce qu'un taux d'intérêt, le plus bas possible, n'est pas un taux d'intérêt optimal. Un taux d'intérêt, ça doit représenter un équilibre financier entre l'épargne et l'investissement. Et pour les banques centrales, ça doit répondre à une règle qu'on appelle la règle de Taylor, qui a été associée à l'indépendance qu'on leur a conférée. Alors, je regarde quelle est la règle de Taylor appliquée officiellement par la BCE depuis qu'elle a été créée, et puis je fais le calcul. Alors, la règle de Taylor, c'est que vous avez le taux de croissance potentiel, 3%, et puis vous enlevez la moitié de la différence entre l'inflation objective et l'inflation constatée. Donc, objectif 2%, constaté 1,7, ça fait moins 0,15. Et puis, vous enlevez la moitié de l'écart de production entre le PIB réel et le PIB potentiel. 0,4% d'après les dernières statistiques de l'OCDE, ça fait vous enlever 0,2. Donc, vous enlevez à 3... 0,35 et vous arrivez à 2,65. Donc c'est pas assez haut. C'est pas assez haut puisqu'on devrait avoir 2,65. Jean-Marc, pardon, mais d'où est-ce que vous sortez que la croissance potentielle de la zone euro, c'est 3%? Et la croissance potentielle de la zone euro, c'est 2% d'objectif d'inflation et 1% de croissance potentielle en volume, ce qui n'est pas totalement... Ah oui, 2 plus 1. 2 plus 1. Ah oui, alors... Mais l'objectif d'inflation plus la croissance potentielle. La croissance potentielle, c'est mathématique, donc ça devrait être à 2,65 sur le refinancement et le taux de refinancement est à 2,15. Alors, effectivement, je ne vais pas militer pour qu'on passe à 2,65, à 2,5%, mais qu'on reste à 2,15%. Par rapport à ça, je ferai 2 constats complémentaires. Le premier constat, c'est que les marchés sur le jour, l'overnight, le STR, on est à 1,93, on a vérifié tout à l'heure avec Étienne, 1,93, on n'est pas loin des 2,15. Donc, effectivement, on est dans une zone qui est raisonnable. Et la deuxième remarque sur l'histoire de l'euro fort,
l'euro-fort, c'est d'abord une capacité à acquérir des biens à l'étranger, mais aussi à faire des investissements à l'étranger qui sont nécessaires vu notre démographie. Et sur la facture pétrolière, on a beaucoup parlé dans la presse de rééquilibrage de la balance commerciale de la France. Alors, c'est pas du tout le cas. C'est la balance des paiements courants de la France, qui n'est pas exactement la même chose. La balance commerciale a toujours entre 50 et 60 milliards de déficit. Mais en revanche, effectivement, nos comptes extérieurs s'améliorent parce que la facture énergétique dont vient de parler Emmanuel, s'est baissée de 10 milliards d'euros l'année dernière. Et donc, grâce à l'euro fort. Donc, on a intérêt à avoir un euro fort parce que ça améliore notre pouvoir d'achat énergétique, parce que ça améliore le pouvoir d'achat de notre épargne. Grâce à la baisse du pétrole. Non, moi je pense qu'il y a quand même aussi, dans le signal qui serait envoyé par la baisse des taux, la prise de conscience qu'il y a quand même des chocs qui nous attendent, dont on ne peut peut-être, dont on n'évalue pas forcément aujourd'hui peut-être très bien l'ampleur, mais disons que baisser les taux, ce serait... Allez, envoyer un signal que la BCE est consciente qu'il y a peut-être des chocs de nous. Je pense aux chocs de productivité liés à l'intelligence artificielle. Non, mais là, vous en êtes presque à nous dire qu'il faut baisser les taux pour que l'Europe ait l'air gentille. Non, que vous me rappelez le patron de la BEI qu'on a eu il y a 2 jours qui dit on va investir dans la rénovation des écoles, comme ça les Français aimeront bien l'Europe. Mais bien sûr. Non, mais pas qu'elle ait l'air gentille, mais disons grosso modo, il y a des chocs vraiment puissants qui sont devant nous. Donc, baisser les taux, c'est le signal. On prévoit un petit coussin pour peut-être amortir ces chocs. Et puis, la réalité, c'est que la règle de Taylor, ça marche en théorie quand vous avez une banque centrale qui est réellement indépendante. Or, on sait qu'à cause de la dominance fiscale et notamment de l'ampleur des dettes et des déficits publics, la réalité de l'indépendance des banques centrales, Jean-Marc. Mais c'est une occasion pour la Banque centrale, effectivement, de faire plus de mathématiques et moins de psychologie et de réaffirmer son indépendance sur des bases qui sont des bases solides et mesurables. Enfin, c'est de la politique, quoi. C'est ça. Écoutez, elle a une formule de Taylor, elle est mathématique, on l'a décrite. Ça nous a fait du bien de refaire un peu de maths. Exactement, de maths économiques, c'est pas mal. Merci Jean-Marc.